Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième webinaire du cycle Impact et trajectoire socio-économique. Le thème du jour, c'est de nouveaux modèles socio-économiques, point d'interrogation. Face aux défis, valorisons la diversité de ces modèles. Alors pour introduire ce webinaire, un rappel de ce que l'on fait depuis 2020, la question, ça a été depuis bien longtemps que face aux transformations que tout le monde connaît, notamment que ce soit les organisations publiques comme privées, la question des modèles socio-économiques se pose à tous. Et dans ce cadre, le Rameau, en partenariat avec la direction jeunesse, éducation populaire, vie associative depuis 2020, copilote un programme qui s'appelle Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général, qui s'appuie sur plus de 10 ans de retour d'expérience et de chemin collectif sur cette question des modèles socio-économiques. Alors ce programme, il a 3 objectifs. Le premier, c'est de partager une culture commune sur cette diversité des modèles socio-économiques. Et dans cette diversité, c'est de permettre à chacun de pouvoir se repérer et aussi de se positionner. Et puis, comme tous ceux qui ont déjà été sensibilisés à la question des modèles socio-économiques, c'est de apprendre collectivement à piloter cette complexité. Ce travail collectif, il a abouti il y a quelque temps déjà à l'émergence d'une plateforme numérique qui s'appelle Trajectoire socio-économique et qui est ouverte à tous et qui vous propose 15 ans de travaux collectifs justement pour valoriser les pratiques émergentes et développer plus globalement les compétences sur cette question des modèles socio-économiques d'intérêt général. Alors, cette connaissance capitalisée, elle est partagée régulièrement. Ça fait depuis 2020 que nous organisons des webinaires. Donc, 44 webinaires sont aujourd'hui assez accessibles, ainsi que leur synthèse. Et donc, tout ça, vous le retrouvez bien sûr sur la plateforme Trajectoire socio-économique. Et puis, pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin et d'identifier des exemples inspirants, n'hésitez pas à aller vous inspirer sur la base Impact Alliance qui recense une diversité d'exemples. Donc, tous les troisièmes jeudis de chaque mois, on a un temps privilégié pour partager avec vous toute cette animation, cette connaissance sur les modèles socio-économiques. Alors, le cycle que l'on entame depuis donc, cette année jusqu'en 2026, ça va être de pouvoir éclairer les modèles socio-économiques sous 2 angles différents, complémentaires. Il y aura certains webinaires qui éclaireront plutôt les écosystèmes territoriaux, l'innovation territoriale, c'est-à-dire comment la diversité des modèles publics, associatifs et économiques s'articulent les uns avec les autres au service d'un projet de territoire. Et puis d'autres webinaires comme celui d'aujourd'hui auront pour vocation d'éclairer cette diversité des modèles socio-économiques des organisations d'intérêt général. Alors très concrètement, ce webinaire, on va vous proposer 3 temps. Une première partie introductive où on reviendra sur la richesse de ce qui s'est passé en 2024, toujours sur cette question des modèles socio-économiques, et où on essaiera de se projeter sur 2025, notamment avec la mise en perspective qui est apportée par le mouvement associatif. On aura un deuxième temps où on va justement éclairer qu'est-ce que c'est que ces modèles socio-économiques, cette diversité, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de traiter les fragilités sociales au plus près des réalités territoriales. Et on aura le témoignage de l'association Mona Lisa ainsi que celui de la Fédération des centres sociaux. Et puis, le mois de février est un mois particulièrement riche en actualité. On aura une diversité d'outils qui vous seront présentés. Et pour cette présentation, nous aurons avec nous l'ADASI, l'Institut français du monde associatif, et le Rameau. Et puis, bien sûr, on reviendra sur la prochaine escale du mois de mars. Alors, sans plus attendre sur cette introduction, de rappeler ce qui s'est passé en 2024, ça a été une année qui a permis de faire un pas important, de plus en tout cas sur la connaissance et la reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général, avec trois grands moments, si je puis dire. En janvier dernier, il y a pile un an, on a eu un état des lieux sur cette diversité des modèles, et cet état des lieux a permis de valoriser donc tout ce qui s'est passé entre 2022 et 2023 au travers des retours d'expérience, des webinaires que l'on a organisés. Et ça a été donc une publication au travers de ce collectif qui est la trajectoire socio-économique, un bilan intermédiaire, on en reparlera tout à l'heure, puisqu'on a eu un rapport conclusif qui est publié aujourd'hui. Ensuite, deuxième axe, ça a été justement de valoriser cette diversité avec 2 grands moments. Un premier avec le dossier annuel Juris Association toutes les années. Au mois de juillet, on a un dossier spécial sur les modèles socio-économiques. Et donc, comme chaque année, on a pu valoriser ce qui se passe et les avancées sur ces réflexions. Et puis en octobre, il y a eu une table ronde dédiée aux modèles socio-économiques qui a été co-organisée avec la JEBVA au Forum national des associations et des fondations.
Ensuite, en octobre, on a eu une approche beaucoup plus transversale de la question des modèles socio-économiques avec l'étude de l'Observatoire des partenariats qui a permis de décrypter 10 profils d'acteurs, 16 domaines d'action et 5 échelons territoriaux. Et enfin, on a eu au cours de l'année un vrai plaidoyer sur l'urgence d'investir dans l'intérêt général, l'urgence d'agir ensemble avec l'avis du Conseil économique, social et environnemental qui a été publié en mai et qui en plus a permis d'aboutir à un colloque qui a été organisé en décembre. Donc c'était une année où il y a une conscience partagée largement sur la nécessité d'inventer ou réinventer les modèles et puis plus globalement de trouver collectivement comment on peut assurer des nouveaux équilibres socio-économiques. Alors maintenant, une fois que face à ces enjeux qui ont été posés dès 2024, quelles sont les attentes que l'on peut avoir en 2025? Et puis, donc pour apporter ce témoignage, cette mise en perspective, nous avons le témoignage de Michael Huet, qui est le délégué général du mouvement associatif et qui nous explique justement comment on peut se projeter, se mettre en perspective par rapport à l'avis du Conseil économique et social. Michael Huet, bonjour. Bonjour Armelle. Le mouvement associatif représente la diversité et la dynamique du secteur associatif en France. Pourriez-vous nous présenter le mouvement associatif en quelques mots? Oui, bien sûr, merci beaucoup de l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui. Le mouvement associatif, c'est une organisation qui fédère les grandes coordinations associatives en France. Le mouvement associatif représente la diversité et la vitalité du milieu associatif. Qu'il s'agisse de petites associations implantées dans les territoires, mais également d'associations employeuses un peu plus grosses et un peu plus structurées, ou des structures qui ont simplement des bénévoles. En fait, notre rôle est double. D'abord, on est le porte-voix, le porte-voix collectif du secteur associatif auprès des pouvoirs publics pour défendre un environnement favorable à l'engagement des associations et à l'initiative associative. Et puis d'autre part, on accompagne les associations en leur fournissant des ressources, des outils, des espaces de coopération avec le principe qu'ils se renforcent mutuellement et que le secteur associatif se renforce et renforce ses capacités d'action. On est convaincu que les associations sont des actrices majeures de la transition écologique, sociale et environnementale en France. Et donc, on plaide pour une meilleure reconnaissance de leur rôle, une meilleure reconnaissance du secteur associatif dans sa globalité, et notamment sur le modèle de financement des associations. Leur garantir la capacité d'agir, la capacité de durer, la capacité de faire des choix, et puis de peser dans le débat public à travers leur mission d'intérêt général. Très bien, donc finalement un double rôle, c'est bien ce que vous nous avez dit, porte-voix collectif du secteur associatif et accompagnement des associations. Je voudrais quand même rappeler quelques chiffres. 1,3 million d'associations en France, dont 170 000 sont employeuses. 1,8 million de salariés, soit près d'un emploi sur 10. 15 millions de bénévoles associatifs. 113 milliards d'euros de budget annuel. Les associations sont à la fois bien connues pour leur action de proximité, mais le poids socio-économique du secteur est souvent mal appréhendé. Le Conseil économique, social et environnemental a publié en mai dernier son avis « Financement des associations, une urgence démocratique ». Cet avis a été voté à l'unanimité des membres. Il a fait l'objet d'un travail en profondeur qui a permis de croiser de nombreux regards et d'éclairer l'importance de valoriser l'action associative. Quels enseignements le mouvement associatif souhaite-t-il mettre en valeur? Merci à vous pour cette question, une question particulièrement importante et complètement d'actualité vu de difficultés financières des associations aujourd'hui et notamment des difficultés de trésorerie liées à ce début d'année un petit peu chaotique, notamment en ce qui concerne le projet de loi de finances. L'avis du CESE, je vais rappeler l'intitulé parce qu'il est particulièrement important, une urgence démocratique, financement des associations, une urgence démocratique, met en lumière une réalité qui est bien connue des acteurs associatifs en tant que tels, c'est que les associations sont confrontées à une instabilité croissante et très importante de leur financement, qui menace leur autonomie et surtout leur capacité d'innovation notamment démocratique, mais pas que.
qu'on peut retenir au sein du mouvement associatif de cet avis, c'est l'urgence à réinvestir des modes de financement beaucoup plus pérennes, réinstaurer une subvention pluriannuelle qui revient de façon beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, euh, travailler sur des modalités de financement qui sont adaptés au secteur et au modèle associatif. Aujourd'hui, on pense qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Euh, on observe une montée en puissance des financements par appel à projet, des financements courts, des financements qui viennent restreindre la liberté associative et le fait que ces associations soient en capacité d'innover. Aujourd'hui, quand une collectivité territoriale poste diffuse un appel à projet, il va être de plus en plus restrictif et donc l'initiative associative est de plus en plus réduite et c'est ça un peu qu'on dénonce au détriment de subventions qui permettaient un fonctionnement un peu plus classique des associations qui n'existent plus beaucoup aujourd'hui, les fameuses subventions de fonctionnement qui sont pourtant essentielles pour garantir une action associative qui est durable et efficace. Le CESE rappelle aussi que soutenir les associations, c'est pas seulement une question de financement, c'est aussi reconnaître leur rôle politique, leur rôle de contre-pouvoir, leur rôle de fabrique du lien social, de structure alimentant le débat public, de structure alimentant la démocratie de façon très générale. Et que ces modalités de financement, elles doivent permettre aussi ça et permettre aussi aux associations de se concentrer plutôt sur leur mission plutôt que sur les recherches constantes de fonds qu'elles opèrent quotidiennement. On voit même des professionnels de la recherche de fonds s'organiser, etc. Donc, c'est vraiment un enjeu pour nous de travailler beaucoup plus sur la question du projet de l'association plutôt que ses modalités de financement et des modalités de financement qui permettent de travailler beaucoup plus sur le projet. Merci, hein. On comprend bien l'urgence finalement de réinventer des nouveaux modèles pour les associations. Merci beaucoup. En juillet dernier, le 12e dossier annuel de Juris Associations sur justement les modèles socio-économiques d'intérêt général faisait un point d'étape sur les enjeux et pratiques selon les échelons territoriaux. Et en décembre, dans le prolongement de son avis, le CESE a organisé un colloque pour évoquer les moyens de passer à l'action pour renforcer le financement associatif. Quelles sont, selon vous, les priorités pour 2025 ? Oui, je pense qu'il est temps de changer de paradigme globalement du financement des associations. On est arrivé au bout de souffle du modèle. Le secteur associatif ne peut pas être entièrement dépendant des volontés politiques et des volontés des élus locaux notamment, qui décident du jour au lendemain de couper les subventions à une branche associative ou à toutes les associations. On le voit aujourd'hui à travers malheureusement divers exemples. On peut reprendre l'exemple des Pays de Loire, par exemple, où le secteur culturel, mais pas que, est très particulièrement en souffrance. Et donc, il est temps de réadapter, changer complètement, faire évoluer ce système pour être beaucoup moins dépendant des pouvoirs publics. On a tenté, à travers effectivement les différentes analyses sur les modèles socio-économiques, de pousser les questions d'hybridation des ressources, etc. Mais on se rend bien compte que la question de la subvention est quand même quelque chose de fondamental pour la vie associative, même si elle n'est pas majoritaire dans le financement des associations aujourd'hui, et que les tendances sont plutôt à baisser. Il faudrait qu'on rehausse cette question de la subvention. Donc réinstaurer un financement stable et prévisible pour les associations. Cette question de la pluriannualité est particulièrement importante. Remettre la subvention au cœur des politiques publiques et plus cette question d'appel d'offres ou d'appel à projet. Garantir des financements qui ne soient pas uniquement guidés par des logiques de court terme, mais plus par des logiques de long terme. Il y a la question de l'évaluation également qui est sûrement à remettre en cause, la question de l'évaluation et de la performance immédiate que l'on recherche à chaque fois dans les associations. Plutôt travailler sur une question d'évaluation qui est adaptée au secteur associatif et que le secteur associatif ne reprenne pas les enjeux du secteur capitaliste. Je pense à la performance, notamment notion de performance, notion d'analyse d'impact, etc. Voilà, il faut que le mouvement associatif, le monde associatif crée lui-même son propre paradigme de l'évaluation.
il est important également de mieux comprendre la diversité de nos modèles économiques associatifs, et c'est par les études que vous faites notamment qu'on voit bien qu'on a des avancées importantes. Les associations ne sont pas des entreprises comme les autres. La question de l'impact ne se mesure pas uniquement en termes financiers, mais aussi en termes de cohésion sociale, en termes de solidarité, d'innovation démocratique. Donc il faut absolument trouver des outils adaptés à ça, y compris dans des dispositifs qui permettent d'expérimenter et d'innover plus particulièrement. Peut-être un autre élément également sur la simplification des relations entre les pouvoirs publics et les associations. C'est un sujet qui nous occupe particulièrement cette année 2025 au sein du mouvement associatif. Comment réussir à démontrer que la vie associative et les collectivités territoriales ont un enjeu doivent s'unir dans un enjeu de vitalité territoriale. Et ça, c'est bien un sujet sur lequel on doit réfléchir et on doit agir. Alors, bien sûr, il y a la question de la simplification des procédures, il y a la question du cadre fiscal, enfin, des choses plus techniques, mais il y a surtout des raisons, une modification politique à avoir et dire que l'intérêt général, c'est effectivement c'est bien sûr les structures, les collectivités territoriales, pardon, mais ce sont également les associations et qu'on a besoin de s'unir ensemble pour travailler sur ces deux jambes. La question, une autre préoccupation importante de la vie associative aujourd'hui, c'est la question de l'engagement bénévole et du renouvellement des dirigeants associatifs. C'est un enjeu humain très très important. On voit que nos bénévoles sont de plus en plus âgés, mais on voit aussi qu'on a une crise du bénévolat de gouvernance chez les bénévoles. D'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai ce que je viens de dire, les bénévoles ne sont pas de plus en plus âgés. On voit qu'il y a une vraie dynamisation des bénévoles, du bénévolat chez les plus jeunes également. Mais par contre, le bénévolat de gouvernance pose problème. Donc, on a un vrai enjeu à travailler sur cette notion de bénévolat de gouvernance. Peut-être sur le bénévolat de gouvernance des actifs. C'est un point qu'on n'a pas assez travaillé, je pense. Comment on peut créer du lien entre des grandes entreprises et le monde associatif pour permettre aux salariés de ces grandes entreprises de se dégager un petit peu de temps pour aller donner du temps de bénévolat, pour agir globalement dans des associations. On a également un enjeu très important autour de l'emploi associatif. Aujourd'hui, depuis déjà quelques années, il n'y a plus de contrats aidés. Nous, on pousse depuis pas mal d'années la question des emplois d'utilité sociale. Dans les emplois d'utilité générale, on pense qu'il est temps, à un moment donné, de revenir à une forme d'emploi aidé qui permette aux associations d'étendre leur action et du coup d'avoir une pérennité d'action beaucoup plus importante. Petit clin d'œil, parce que c'est un petit peu l'actualité depuis quelques semaines, sur le service civique, qui est un dispositif très très important pour la vie associative et pour les jeunes. Et on a besoin effectivement que le budget de l'État sur cette question de la jeunesse soit en corrélation avec l'attente des jeunes et de la vie associative. Voilà pour les quelques enjeux de façon un peu disparate. Oui, franchement, merci pour cette tribune, finalement, pour la survie, je dirais presque, du monde associatif. Merci de nous avoir évoqué les préoccupations du monde associatif, mais aussi merci de nous avoir livré, finalement, des pistes de réflexion. Vraiment, merci beaucoup, Mickaël Huet, pour ce moment passé avec vous, et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous. Alors, Mickaël Huet a été interviewé dans le cadre de la plateforme odd17.org, donc vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur la plateforme odd17.org. Alors, ce qui est intéressant dans le témoignage de Mickaël, c'est le fait de se dire mais comment les modèles socio-économiques peuvent évoluer, s'adapter et anticiper. Et dans ce cadre-là, on a souhaité justement valoriser cette diversité avec deux témoignages très complémentaires qui vont illustrer la question des fragilités sociales. Parce que pour ceux qui nous suivent, vous savez que dans le cadre de l'animation de l'ODD 17, chaque mois, depuis le mois de janvier, on décrypte un défi. Et ce mois-ci, mois de février, on va décrypter le défi fragilité sociale, du manque de biens au manque de biens. On vous en reparlera tout à l'heure. Et donc, pour illustrer cette diversité de modèles et les pratiques innovantes qui agissent sur les fragilités sociales, on a avec nous deux témoignages très complémentaires. La Fédération des centres sociaux, qui est un réseau de plus de 100 ans qui agit sur le lien social de partout en territoire grâce à un maillage
territorial important, et l'association Mona Lisa, qui agit depuis 10 ans contre l'isolement social des personnes âgées. Alors, on va commencer avec Françoise Fromageau. Vous êtes présidente de Mona Lisa. Alors, Oui, j'espère oui. Voilà, j'espère que ça va aller parce que je suis dans le train et c'est un peu compliqué de me connecter. Mais bon, eh bien, écoutez, on va croiser les doigts alors. On va essayer. Voilà, ça va faire, voilà. Françoise, la première question, c'est peut-être de rappeler à tout le monde qu'est-ce que l'association Mona Lisa et quelles sont ses principales actions, ses spécificités finalement. Ok, merci beaucoup de cette invitation. Alors, l'association Mona Lisa est née il y a une dizaine d'années et c'est un acronyme pour dire Mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées. En fait, il faut, vu le contexte du webinaire, je pense que c'est intéressant de rappeler que ça a été lancé avec la bienveillance de la puissance publique, en l'occurrence Michel Delaunay, qui présentait la loi adaptation de la société au vieillissement et qui avait demandé à l'époque à Jean-François Serre, qui était délégué général des Petits Frères des Pauvres, de lui produire un rapport sur l'isolement social des personnes âgées. Donc Mona Lisa est née l'année d'après. Et ce qui était déjà intéressant, c'est qu'il y avait autour, en tout cas, des partenaires nationaux, finalement, une vraie mobilisation des acteurs, des grands réseaux associatifs, des groupes de protection sociale, des caisses de sécurité sociale, des acteurs extrêmement diversifiés, déjà des collectivités territoriales, des associations de retraités qui faisaient déjà totalement cause commune, avec quelque part deux axes majeurs finalement à la fois d'action et de développement qui rejoignent aussi notre raison d'être. La première, vraiment le premier levier, très clairement, c'est la question de l'élan citoyen, de la réponse solidaire de proximité. Et là, on a vu finalement que la population, nos concitoyens, sont prêts à se mobiliser sur ces questions d'isolement et de rupture de lien social. Et en particulier d'ailleurs, les plus jeunes d'entre nous, ce qui est plutôt d'ailleurs assez réconfortant, me semble-t-il. Se dire aussi qu'autour de ces mobilisations citoyennes de proximité se créent des équipes citoyennes. Et les équipes citoyennes, finalement, c'est le cœur de l'action, c'est le cœur finalement de la veille solidaire de proximité. Donc ça, c'est vraiment le premier levier, c'est l'élan citoyen, c'est vraiment cette idée que tout un chacun est en capacité, en tout cas, de se préoccuper de l'autre qui vit seul à côté de chez lui. Et le deuxième point, c'est la question du principe de coopération territoriale. Et finalement, la coopération, on a décidé qu'elle serait au niveau départemental, puisque à ce jour, en tout cas concernant les publics en direction des personnes âgées, il nous semblait que le département restait aujourd'hui le niveau pertinent, en créant finalement un réseau, une organisation horizontale de co-construction, d'agir ensemble, de faire en sorte aussi de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs extrêmement différents, préoccupés de la même manière qu'au niveau national par ces questions d'isolement social, et finalement de faire territoire solidaire. Alors, au bout du compte, on dira qu'on avait à peu près 900 équipes citoyennes, avec beaucoup d'équipes qui se sont créées, évidemment, vous le devinez, pendant la crise Covid. Et là, il y avait aussi une soixantaine de départements qui étaient extrêmement engagés, avec au niveau du département, finalement, au-delà de cette question, en tout cas de la coopération, du faire ensemble, c'est aussi la mutualisation d'un certain nombre de ressources. Les ressources en subvention, c'est d'aller ensemble à la conférence des financeurs, c'est les histoires de formation et même aussi de communication. Et de se dire au bout du compte que le lien, en tout cas, nous on défendait un lien social durable, une relation durable, dans un cadre évidemment gratuit et non marchand, et qui est vraiment pour nous en tout cas une rencontre citoyenne, avec cette intention, en tout cas, que chacun d'entre nous, âgé ou pas, reste citoyen jusqu'au bout de la vie. Voilà un petit peu, je dirais, l'histoire de Mona Lisa, vraiment brossée extrêmement rapidement. Merci déjà pour cette première approche. Donc, on comprend bien deux leviers, richesse humaine et coopération. Mais quand on a préparé, vous m'aviez dit qu'en 10 ans, le modèle socio-économique de Mona Lisa a beaucoup évolué, notamment dans votre relation à l'action publique. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, on a eu quelques aventures. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être vraiment. Le titre du séminaire est vraiment extrêmement percutant, en tout cas sur notre histoire. Finalement, 2014-2020,
on a été extrêmement soutenu par les politiques publiques avec la création d'une équipe nationale de 6 ou 7 personnes qui ont vraiment et réellement fait du développement et de l'accompagnement de territoire. C'est-à-dire que là, en 6 ans, 7 ans, on a eu plus de 60 départements qui sont rentrés en tout cas dans une coopération, ce qui est plutôt extrêmement important. Et en fait, on a eu, on a eu l'impression, et en tout cas je pense, en tout cas qu'on a politique publique de lutte contre l'isolement, qui en 2020 a été reprise, en tout cas de manière sur le papier, par la CNSA qui commençait à naître comme 5e branche de la sécurité sociale, donc qui avait une convention d'objectifs et de gestion avec l'État où figurait effectivement cette lutte contre l'isolement social. Voilà. Et en fait, le financement représentait à peu près 90% en tout cas de notre financement. Et en 2020, ils ont décidé en tout cas de nous déconventionner, ce qui fait que nous, on s'est retrouvés dans une situation extrêmement compliquée et on a dû en fait licencier l'équipe. Donc ça a été un petit peu douloureux juste en plein Covid. Après, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que quand on a interrogé notre réseau, il nous a dit « mais non, il n'est pas question de vous abandonner, nous on a besoin d'une tête de réseau, on a besoin de ce sentiment d'appartenir à ce réseau. Mona Lisa pour nous c'est une identité extrêmement forte, il faut tenir ». Donc grâce à eux, on a tenu et en 2023, la DGCS revient vers nous. Et finalement, c'est intéressant aussi parce que l'État revient vers nous en nous disant vous êtes assez intéressant parce que finalement, vous avez une coopération qui tient et des coopérations qui tiennent sur le territoire depuis des années. Donc, on a envie en tout cas de vous réaider. Donc, convention pluriannuelle avec la DGCS avec très peu de moyens, mais néanmoins, c'était symboliquement extrêmement fort, une forte légitimité. On fête quand même nos 10 ans en 2024 avec la CNSA, la DGCS, l'UNCAS, un ancien ministre, enfin voilà. Donc, et puis finalement, on recrute de nouveau un délégué national. Et aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la CNSA revient vers nous en nous disant eh ben, on a envie de travailler avec vous, on a besoin de travailler avec vous. Et là, en tout cas, on est en train de créer évidemment des partenariats financiers, mais qui sont aussi, pour nous en tout cas, des partenariats stratégiques et opérationnels. Alors, à la fois avec la CNSA, avec la DGCS, mais aussi avec d'autres réseaux, Réseau Ville-Amis des aînés, l'Union nationale des CCAS, évidemment la Fédération des centres sociaux, Service civique solidarité senior, l'UNIOPS, donc Réseau Ville-Amis des aînés. Donc en fait, on est en train de retravailler dans cette deuxième phase de Mona Lisa, évidemment sur un nouveau projet associatif et également sur notre nouveau modèle socio-économique qui évidemment ne ressemble pas à celui qu'on a vécu dans le premier temps de l'association, qui est finalement l'idée d'avoir une tête de réseau extrêmement sobre, c'est-à-dire un délégué national, pas plus, et de développer je veux dire, l'idée du pair accompagnement, finalement, par nos experts de réseau et que sont tous les pilotes des coopérations territoriales. Voilà. Donc, qui pose beaucoup de questions en termes de montage juridique, fiscal, financier. Mais en tout cas, c'est l'idée sur laquelle on est en train de travailler pour consolider notre nouveau modèle socio-économique. Merci Françoise pour l'explication de cette évolution de votre modèle socio-économique. Si vous voyez que votre réseau faiblit, n'hésitez pas à la limite à fermer votre caméra tout en gardant votre micro. Et en préparant, on s'était dit que ça serait intéressant que vous nous illustriez justement une coopération territoriale telle qu'elle est mise en œuvre au sein d'un territoire dans le réseau Mona Lisa. Alors oui, je vous ai choisi une coopération qui est plutôt intéressante au regard des propos qu'on a ensemble là. C'est la coopération du Nord, tout en sachant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on regarde nos coopérations, elles ont chacune leur couleur qui est vraiment en fonction finalement de leur territoire. On a
Et à chaque fois, je dirais qu'il y a un récit particulier. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc la coopération du Nord, 3 copilotes, l'Union départementale des CCAS, les petits frères des pauvres et les centres sociaux. Et ça, c'est plutôt assez intéressant parce que finalement, c'est vraiment un copilotage avec des codécisions, un copil qui se réunit 3-4 fois par an, qui, comme je l'ai dit, mutualise un certain nombre de fonctions, la formation, la demande groupée de financement, mais aussi des échanges de pratiques. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment des démarches autour finalement du développement territorial, de la recherche de zones blanches et tout ce qui concerne aussi l'animation des équipes, sachant qu'il y a les copiles de la relation territoriale, c'est à peu près 3 ou 4 par an, et il y a tous les ans une journée des équipes citoyennes, et la dernière, fin novembre 2024, a réuni 250 personnes, pour vous dire quand même, en tout cas, l'ampleur de la mobilisation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, dans ce département du Nord, vous avez une métropole, qui est la métropole lilloise, et des territoires extrêmement ruraux. En fait, ils ont fait le choix et ils ont pris le parti de travailler sur le périmètre des communautés de communes, avec des implications d'élus extrêmement efficaces. Et ce qui est aussi important à dire, c'est que dans ces écosystèmes solidaires qui sont à peu près sur le périmètre des communautés de communes, des EPCI, finalement, au-delà de la question de l'isolement social, ils ont questionné l'accès aux droits, la mobilité, l'aménagement urbain. D'autres services à mettre à disposition, en tout cas des seniors les plus isolés. Et ça, c'est plutôt intéressant. Jusqu'à maintenant, la métropole lilloise était restée un peu en tout cas de la coopération, ainsi que le conseil départemental. Et là, il rentre aussi finalement dans la démarche, ce qui fait que dans le département du Nord, on aura une couverture de lutte contre l'isolement social des personnes âgées quasiment sur tout le territoire, tout en sachant aussi, dans le droit fil de ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aussi, il y a une paire aidance, en tout cas de la mise en place de la coopération territoriale du département d'à côté, qui est le Pas-de-Calais. Voilà à peu près l'esprit dans lequel la coopération du Nord a développé la lutte contre l'isolement social de manière plutôt assez intelligente, collective et durable. Merci Françoise et bravo pour cette intervention un peu compliquée pour vous dans le train avec la SNCF. Donc, au travers de l'exemple de Mona Lisa, on voit bien un modèle socio-économique très, très intéressant, basé sur l'engagement citoyen, les richesses humaines, les coopérations, et on voit toute la force des coopérations territoriales, et puis bien sûr sur le financement et notamment le lien avec l'acteur public. Alors pour continuer dans les témoignages et la valorisation des modèles socio-économiques, nous avons la chance d'avoir avec nous la Fédération des centres sociaux, qui est représentée aujourd'hui par Anne-Fleury Rémy, qui en est déléguée générale et plus particulièrement en charge du pôle ressources et vie interne. Donc bonjour Anne. Donc, un peu il faut juste voilà, activer le micro. C'est mieux. Un peu la même question que pour Françoise. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que font les centres sociaux et puis en même temps nous dire dans les grands principes quels en sont les modèles socio-économiques? Oui, alors déjà merci pour l'invitation et puis heureuse d'être présente sur ce moment avec vous. Alors juste aussi, est-ce qu'on est nous la fédération des centres sociaux actuellement, on est une fédération qui regroupe un réseau de plus de 1600 centres sociaux répartis sur tout le territoire, y compris sur les Outre-mer. Et on anime un projet de réseau qui est en réponse aux besoins des habitants et des structures. Pour être plus clair du coup sur ce que sont les centres sociaux sont des structures d'animation de la vie sociale portées par des habitants, accompagnés par des professionnels, d'où l'importance chez nous du travail associé bénévole salarié. On a la chance d'avoir un observatoire, il me semble qu'il sera en ressources, un observatoire national qui s'appelle CENAX, que les structures remplissent annuellement et qui nous permet de chiffrer et d'illustrer justement ce que font les structures et ce que sont les structures
au quotidien. Donc là, vous avez par exemple un bout de fiche identité à l'écran qui montre bien que justement on a une implantation assez diversifiée avec une dominante de structures situées en milieu urbain, et 23% en milieu rural. Au total, on recense 5,7 millions d'habitants touchés par les centres sociaux. Donc là, on est sur les 2380 centres sociaux, 28 800 bénévoles dans les instances de pilotage et plus de 60 000 salariés, ce qui représente une moyenne de 12,2 équivalents temps plein par structure. Ce qui nous intéresse également d'illustrer, c'est aussi ce que parlait tout à l'heure Michael, du mouvement associatif, justement de la question des bénévolats d'activité, où là, nous aussi, on est touché par une question sur ces bénévoles d'activité et de gouvernance, avec, mine de rien, plus de 101 000 bénévoles d'activité. Je reviendrai un tout petit peu plus tard sur le budget, mais on voit que le budget moyen d'une structure est de 694 300 €, même si on a des structures qui ont aussi des budgets inférieurs à 100 000 € et supérieurs à 1 ou 2 millions d'euros. Tout dépend de leur implantation. Pourquoi? Parce que les structures, du coup, sont toutes agréées par la CAF sur la base de leurs projets en réponse avec des besoins de territoire, des besoins qui sont remontés, étudiés, référencés et qui sont du coup après, qui constituent un projet global d'animation en général entre 4 à 5 ans. Actuellement, le contexte que présentait tout à l'heure Mickaël nous touche également avec une problématique d'attractivité des métiers, une baisse de financement, une réflexion sur le bénévolat de gouvernance, un rajeunissement du bénévolat d'activité. Donc tous ces constats-là, nous les partageons et nous en sommes conscients, et les structures rencontrent de plus en plus de difficultés au niveau économique, mais aussi socio-économique. Est-ce que vous voulez qu'on passe la slide d'après ou c'est comme vous? Eh ben, je veux bien. Voilà. C'est pour illustrer le budget dont vous parliez tout à l'heure. Oui, et ça illustre justement cette problématique économique. Et du coup, non, allez-y. Non, dites-moi. Non, mais non, donc on voit l'enjeu que vous partagez avec le mouvement associatif sur cette question de la pérennité de la vie associative et du modèle socio-économique, mais pourquoi les centres sociaux et la fédération plus particulièrement a souhaité s'emparer de ce sujet? Eh bien, justement, en fait, depuis 2014, les structures réfléchissent à ces sujets. En 2018, c'est devenu une priorité pour beaucoup et pour la Fédé nationale. Et maintenant, là, c'est vraiment une injonction du contexte qui a donné un élan énorme aux structures d'aller sur la question du modèle socio-économique. Aujourd'hui, et c'était déjà le cas depuis 2018, mais aujourd'hui encore plus, il y a une réelle préoccupation de la part des structures à réfléchir au modèle socio-économique de par des budgets déficitaires qui sont de plus en plus forts et également beaucoup de questions sur les différents leviers économiques que chacune des structures aurait pu développer. La crise de l'attractivité des métiers et l'injonction et la mise en concurrence des collectivités s'est ajoutée à cette réflexion-là, et une vraie nécessité d'y aller s'est fait ressentir. On a vu que pour plusieurs raisons, les structures, elles y sont allées, soit par opportunité, du fait d'avoir une possibilité, un levier qui s'offrait à eux, par nécessité face à des obligations ou des risques clairement identifiés, soit par innovation et envie de faire autrement, par souci d'autonomie et de garder cette autonomie importante de la part des structures,
et également l'idée de se dire que c'est une économie que pour le projet et que ce qui compte ce qui est le plus important, c'est de garantir le projet pour les structures. Là, vous avez la présentation justement de la répartition des financeurs vis-à-vis des structures. Donc, on voit que le financeur principal des structures est et sont les collectivités locales à plus de 40%, et qu'arrive en second la CAF, qui, elle, agrée les structures. Et donc, en fait, ce qui se passe depuis 2014, mais encore plus depuis 2018, et encore plus depuis 2024, et ce n'est pas terminé, c'est cette baisse de collectivité qui est le financeur premier. Et donc, à partir de ce moment-là, les structures ont eu, elles, une dérevalorisation salariale nécessaire au regard de l'attractivité des métiers, ont eu une inflation importante, comme beaucoup, et au même titre que pour les habitants, et un maintien ou une baisse des collectivités locales, ce qui fait que d'office, les structures se sont retrouvées avec des déficits qui ont commencé à s'accroître et être de plus en plus importants. Et donc, de là, et quand je parlais tout à l'heure d'injonction, je reviens un peu là-dessus, c'est-à-dire que des collectivités l'auront aussi dit à des moments et mis en concurrence en disant, eh ben, mutualiser, allez chercher de l'argent, allez chercher des financeurs privés. Sauf que, en fait, on voit bien que dans le monde associatif, le financement privé n'augmente pas non plus, qu'il est quand même très minoritaire dans nos structures et encore plus dans les centres sociaux, et que le levier économique n'est peut-être pas celui-ci. Et donc, en fait, de là est vraiment née une réflexion sur comment on garantit notre projet en reposant vraiment tout ce qui touche à nos richesses humaines, tout ce qui touche à notre économie et tout ce qui touche à nos alliances, sans pourtant toujours se dire qu'il faut faire des restrictions que budgétaires. Et au contraire, on voit bien que même dans la réflexion des modèles socio-économiques, à des moments, il y a au contraire des développements d'activités, pas rémunératrices, mais d'activités en lien avec leurs projets stratégiques. Merci Yann. Juste une toute petite question rapide sur le terme de collectivité locale. Est-ce que c'est le niveau communal, j'imagine? Oui, ou intercommunal. D'accord, ok. Et donc, par rapport à cet enjeu dont vous venez de nous parler, comment vous y répondez aujourd'hui au niveau de la fédération et puis plus globalement sur l'ensemble de votre réseau? Alors, donc, je suis heureuse d'être accompagnée par la suite par Charlotte de la DASI, qui nous a également beaucoup accompagnés sur cette réflexion-là. Donc, en fait, depuis plusieurs années, donc, on a enclenché des expérimentations formatives pour justement prendre un peu de recul et se dire comment on y va. Et donc, à travers un premier travail prospectif conduit avec la Fonda, différents scénarios sur l'avenir ont été posés et on a mis en place une première phase de travail pour justement emmener cette réflexion sur les modèles socio-économiques, renforcer le plaidoyer sur nos modèles, interroger les évolutions possibles, etc. On a franchi une première phase en 2017, nous en adoptant donc la question des modèles socio-économiques dans notre socle politique, qui mettait vraiment au cœur la conviction que notre mission d'animation globale relève vraiment de l'intérêt général et qu'elle doit être, mine de rien, financée par les pouvoirs publics. Et donc ça fait vraiment partie de notre socle qu'on se dit et qu'on se rappelle au quotidien. Il rappelle du coup que l'économie, en fait, on est vraiment au service du projet social et que pour nous, le chantier des modèles socio-économiques vise du coup à dégager les marges de manœuvre pour justement nous permettre de soutenir et de renforcer notre capacité à émerger et accompagner les initiatives des habitants. De là, on a été accompagné avec la DASI justement sur
comment on y va. Et donc, un chantier s'est mis en place avec un groupe d'acteurs professionnels bénévoles des fédérations et des centres sociaux pour justement se dire qu'il était temps de mettre en place une formation. Et donc, une première formation a été mise en place dans un premier temps à destination des fédérations pour se regarder et se dire de quoi on parle, qu'on teste avant de pouvoir le mettre en place auprès des structures directement. Cette formation est devenue une formation socle chez nous. On en a une 4e là qui commence, qui débute la semaine prochaine, ce qui fait qu'au total, on est à plus d'une 30aine de fédérations qui se sont engagées actuellement en 2024. Au total, on a 30 fédérations qui sont engagées dans cette démarche des modèles socio-économiques. On a lancé une première expérimentation auprès de centres sociaux pionniers qui accompagnés de leur fédération, qui ont du coup testé ce mode de formation et qui a de nouveau contenté et répondu aux exigences des structures. Et donc on s'est dit même qu'on pouvait l'expérimenter même à destination des centres sociaux municipaux. Et donc l'année dernière, on a lancé aussi une expérimentation pour plusieurs structures municipales, dont métropolitaines et outre-mer. De là, le constat est que nous, avec plus de 1600 centres sociaux, on n'est pas en capacité d'accompagner tous les centres sociaux adhérents de chez nous. Et donc, l'idée est de monter un pool de formateurs pour pouvoir essaimer localement. Et donc maintenant, nous, la Fédé nationale, accompagnons les fédérations départementales à accompagner eux-mêmes leur réseau, quitte à aller sur d'autres départements ou régions que les leurs. Et donc là, on est à plus de 4 essaimages en cours, avec l'accompagnement du coup de cette montée. Je vois que Charlotte a l'air ravie. Et oui, on est en train de constituer vraiment ce pool de formateurs qui maintenant va pouvoir également essaimer nationalement notre accompagnement sur les modèles socio-économiques. Merci, pardon, j'ai oublié, je cherchais mon micro. Merci beaucoup. Anne, vous avez une rapide question sur les centres sociaux municipaux. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas un statut associatif? Point d'interrogation. Exactement. Les centres sociaux municipaux sont gérés par des collectivités. Et donc, la seule chose et qui reste très importante pour les centres sociaux municipaux, c'est que le portage politique et stratégique de leur projet soit mine de rien, malgré une gestion collectivité, soit mine de rien porté par les habitants. D'accord. Et donc, c'est bien, enfin, parce que la deuxième question qui était sous-jacente, c'était le statut associatif. Est-ce que c'est une condition pour être adhérent à la fédération? Non plus. On a des centres sociaux municipaux qui sont également adhérents chez nous. Voilà. Très bien. Alors, pour information, à la fois le webinaire, le replay et le support seront disponibles sur le site de Trajectoire socio-économique pour toutes les questions qui sont en lien avec les diapos. En tout cas, merci beaucoup Anne pour cette présentation. On voit à la fois côté Mona Lisa et centres sociaux qu'il y a une vraie réflexion depuis de nombreuses années sur l'évolution du modèle socio-économique des associations. Et donc, c'est bien le projet associatif qui est au cœur et comment le modèle socio-économique peut y répondre avec toutes les fluctuations qu'il peut y avoir en fonction du temps, des activités et des relations partenariales, qu'elles soient publiques ou privées. Mais en tout cas, merci pour vos éclairages qui sont très complémentaires et très instructifs. Alors, je vous disais tout à l'heure, le mois de février est un mois qui est riche en actualité. Tout d'abord, pour vous dire qu'aujourd'hui même, maintenant, nous avons mis en publication le rapport conclusif du collectif, donc Trajectoire socio-économique, qui s'appelle Vers de nouveaux modèles socio-économiques. Tout à l'heure, je vous disais que l'année dernière, début janvier, on avait fait le bilan intermédiaire. Eh bien, ce mois-ci, donc aujourd'hui même, nous faisons un bilan des 3 ans donc, du cycle de 2022-2024, bilan d'écoute de cette diversité des modèles socio-économiques. Et Charles Benoît Hetzi, qui est président fondateur du Rameau, ne pouvant pas être là, il a fait une petite vidéo pour vous présenter le rapport que vous pourrez trouver également sur la plateforme Trajectoire socio-économique.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une véritable joie pour moi de vous annoncer la publication ce 20 février du rapport conclusif du cycle Vers de nouveaux modèles socio-économiques. C'est dans le cadre de la feuille de route ministérielle pour accélérer les alliances stratégiques que la démarche de valorisation des modèles socio-économiques d'intérêt général a été impulsée dès 2020. Elle s'appuyait alors sur la capitalisation d'une décennie de recherche empirique modélisée dans un référentiel l'année précédente. Ce rapport est la 6e étape de cette démarche pédagogique collective menée avec la GEVA, la Caisse des dépôts et le Fonds Odile 17. Rappelons les étapes préalables. En 2020 a été initialisé le cycle des webinaires mensuels sur la spécificité des modèles d'intérêt général pour en valoriser la diversité des pratiques. En 2021 a été mis en ligne un parcours découverte pour permettre à chacun de qualifier son modèle en s'appropriant les fondamentaux des connaissances capitalisées sur les 3 leviers de tout modèle, les richesses humaines engagées, les ressources financières mobilisées et les alliances stratégiques déployées. C'est en 2023, autour de la ministre de la Jeunesse et de la Vie associative, qu'a été lancée institutionnellement parlant la plateforme Trajectoire socio-économique pour rendre lisible, visible et accessible à tous la capitalisation en commun des connaissances. En 2024, 2 nouvelles étapes avec le déploiement du module de sensibilisation de la gouvernance d'une part et le lancement du parcours expérientiel hybridé son modèle socio-économique d'autre part. Ils permettent ainsi à chacun de s'approprier les médocs, méthodes, exemples, données, outils et compétences adaptés au premier kilomètre de son besoin. Après 3 ans d'écoute, d'une diversité de pratiques dans le cycle 2022-2024 vers de nouveaux équilibres socio-économiques, le rapport conclusif publié aujourd'hui est donc une invitation à créer de la valeur en commun à partir de la diversité des pratiques existantes. Plus que jamais, en cette année du 10e anniversaire de la signature des objectifs de développement durable, il est indispensable de valoriser les pratiques et modèles de celles et ceux qui se mobilisent pour l'intérêt général et pour notre avenir en commun. En 2015, le rapport Intérêt général, nouveaux enjeux, nouvelles alliances, nouvelle gouvernance était une invitation à se questionner sur les conditions de la réussite des transitions. Une décennie plus tard, ce rapport en donne une réponse extrêmement concrète au travers de la valorisation des modèles socio-économiques d'intérêt général. Il était très important pour nous que ce rapport symbolise la démarche numérique et territoire. Il est ainsi à la fois publié dans le cadre du 45e webinaire du cycle mensuel Trajectoire socio-économique et à Montpellier à l'occasion de la publication du livre blanc de mesures de l'impact sociétal de la chaire Management inclusif et engagement sociétal de MBS School of Business. Nous vous souhaitons une très bonne lecture de ce rapport et vous remercions par avance de la partager largement. Ensemble, créons de la valeur en commun. Voilà, on vous a mis le lien dans le fil, donc n'hésitez pas à le consulter et à faire passer l'information. Pour compléter cette actualité sur les outils, on a donc une actualité riche puisqu'on va avoir le témoignage de l'ADASI sur le guide illustratif qui a été publié, la recherche qui est aussi mobilisée au travers d'un programme de recherche dédié au modèle socio-économique associatif, et puis l'animation du savoir dans le cadre de la plateforme ODD 17. Alors, commençons par le guide illustratif de l'ADASI. Donc, l'ADASI accompagne les structures d'intérêt général dans leur questionnement stratégique depuis déjà 10 ans, un peu plus. Et vous avez publié ce guide illustratif sur les modèles socio-économiques d'intérêt général. Alors, pourquoi l'ADASI a souhaité particulièrement capitaliser ces fameuses pratiques? Oui, bonjour Elodie, merci. Bonjour à tous. Donc, l'ADASI a en effet une dizaine d'années. On a été fondé par le mouvement associatif, notamment, que vous avez vu, Michael, en début de webinaire, et notamment le Rameau, on vient juste de voir Charles Benoît, avec une double vocation. Dans cette vocation de stratégie d'intérêt général, il y a une double mission, à la fois d'accompagner les acteurs et aussi de capitaliser et de mettre à disposition de l'écosystème la connaissance qui émerge de ces accompagnements. Vous voyez que les accompagnements nourrissent notre capacité de capitalisation et notre capitalisation nourrit notre capacité d'accompagnement des acteurs de l'intérêt général. Et donc, ce guide illustratif des modèles socio-économiques d'intérêt général, l'objectif, c'est à la fois en cohérence avec notre vocation associative
mettre à la disposition du plus grand nombre la diversité des modèles qui existent, à la fois pour donner des idées aux dirigeants, inspirer les dirigeants, mais aussi les accompagnateurs, mais aussi éventuellement les financeurs. Et il nous semble que donc la DASE est dans cette posture assez privilégiée de la rencontre de la diversité du secteur associatif, voit bien la diversité des modèles socio-économiques qui en émergent. Et de pouvoir donner à voir cette diversité-là, ça permet aussi de briser des mythes qui peuvent exister. Par exemple, le mythe il y a d'autres modèles qui sont plus faciles ailleurs, ou l'idée qu'il y a une solution baguette magique qui permette de transformer un modèle socio-économique d'un coup, ou qu'il y aurait une martingale de donner à voir la diversité des modèles permet aussi de partager les défis auxquels ils sont chacun soumis et les pistes de solutions pour y répondre. Et alors donc, justement, oui. Vas-y. Non, vas-y. Et donc, ce guide, on l'a construit avec plusieurs parties. Une première partie plutôt centrée sur les éléments de définition et de méthode. Et la seconde partie croise des regards d'experts, de pionniers de la thématique, des experts qui soient institutionnels, mais aussi avec un regard académique. Je pense à l'IFMA qui est là, des financeurs, mais aussi les accompagnateurs. Et on prend accompagnateurs dans le sens le plus large, parce que par exemple, les têtes de réseau associatives, dans leur dynamique d'animation et de mobilisation de leur réseau, sont à ce sens-là des accompagnateurs de leurs adhérents, comme Anne l'a très bien montré tout à l'heure. Et d'ailleurs, Anne a contribué à la partie regard expert des pionniers. Et le cœur du guide, c'est bien ces fiches modèles socio-économiques qui sont des analyses de cas réels sur la base de structures qu'on a accompagnées et qui ont bien voulu nous rejoindre dans l'aventure de publier et de rendre disponible cette formalisation. C'est donc une bibliothèque de cas, elle est en ligne, elle est conceptable par chacun et elle permet de donner à voir les fondamentaux d'un modèle socio-économique d'une structure. Et c'est à ce titre-là, il nous semble, un outil assez complémentaire d'autres lieux de capitalisation, comme par exemple la plateforme Trajectoire socio-économique, qui propose, elle, un outillage, des formations, une capitalisation de méthodologie. Là, on est sur un autre modèle de capitalisation qui donne à voir la diversité et donne des analyses de cas qui permettent d'inspirer, de nourrir la réflexion et de partager la diversité qu'on rencontre, nous, au quotidien. Justement, sur cette diversité, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir quelques illustrations pour comprendre qu'un modèle socio-économique n'est pas un, mais multiple et fonction de son projet? Alors du coup, il y en a beaucoup d'illustrations sur le site. D'ailleurs, c'est une bibliothèque de cas qui a vocation à être vivante. On va l'animer et continuer à la nourrir. Dans une fiche modèle socio-économique, on a toujours une première partie qui est concentrée sur la description du projet, ses activités, et on fait une analyse de ce qu'on appelle la chaîne de valeur, donc les métiers clés de l'association, la manière dont elle construit de la valeur pour l'écosystème. Et ça nous semble un élément absolument essentiel pour comprendre le modèle socio-économique. Et si on prend par exemple l'exemple du Colibri, donc c'est une des associations qui est dans les fiches, c'est une association d'aide sociale à l'enfance qui a un modèle de maison d'accueil d'enfants en grande fragilité, les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Et à ce titre-là, elle a développé 3 métiers complémentaires, à la fois l'accompagnement des jeunes, donc le cœur du moteur évidemment, l'accompagnement des professionnels, parce que c'est des métiers particulièrement exigeants, des postes et des contraintes humaines, physiques importantes, et que du coup, l'accompagnement, la formation et le soutien des professionnels est un élément central. Et un 3e métier qui est le développement de nouvelles maisons pour répondre à l'ampleur du besoin. Et dans une 2e partie de fiche, il y a cette analyse de modèle socio-économique qu'on propose, qui est à la fois factuelle, avec quelques éléments chiffrés, des ordres de grandeur, sur les 3 volets, richesse humaine, financement et partenariat, mais aussi avec les commentaires de la DASI. Le modèle économique des maisons du Colibri repose sur le financement avec les départements, parce que c'est la compétence des départements. L'aide sociale à l'enfance relève de la compétence des départements. Et donc, si on vous le dit comme ça, sans commentaire, peut-être que vous ne sauriez pas complètement quoi en faire. L'idée, c'est du coup de nous proposer un commentaire et une illustration pour donner à voir
à la fois la richesse et la complexité des modèles. Le défi majeur du colibri n'est donc pas le financement, qui est largement proposé par les départements. Ils ont même de la peine à répondre à la demande. Le défi majeur du colibri, c'est les richesses humaines. Vu les postes très exigeants, le boulot d'étranglement, c'est bien la capacité de former, d'accompagner et de fidéliser les professionnels qui accompagnent les jeunes. Et c'est juste une des illustrations d'un modèle sur lequel finalement les défis ne sont pas forcément ceux qu'on pense et les contraintes restent néanmoins majeures. Si on prend un autre modèle socio-économique, par exemple Télémac, donc qui est une association de mentorat de jeunes, avec un travail extrêmement ambitieux, très qualitatif, un mentorat sur le temps long, un suivi qui est à la fois collectif, individuel, un mentorat scolaire, mais aussi social. Enfin, c'est une solution assez exceptionnelle. Télémac repose sur un modèle partenarial. Les mentors bénévoles sont issus de grandes entreprises et les grandes entreprises financent le mentorat jusqu'à 50% du modèle économique du projet. Et on voit là que la dynamique partenariale est au cœur à la fois du modèle d'activité et du modèle de financement de Télémac. Voilà, donc c'est juste deux exemples parmi ceux qui existent, mais on a sélectionné des exemples qui sont beaucoup plus simples ou beaucoup plus hybridés. Il y a des têtes de réseau associatives, il y a des pépites d'innovation territoriale, des structures à l'échelle nationale. Voilà, on a essayé d'échantillonner à la fois les thèmes et les typologies de modèles existants. Merci Charlotte. Ce qui est intéressant dans toutes les monographies, c'est de montrer que finalement, le modèle socio-économique n'est pas unique, il va dépendre des activités qui sont développées, du positionnement et des enjeux qui sont adressés. Et il y a une question qui est, est-ce que c'est par secteur d'activité que vous avez fait ces monographies ou pas? Il y a différentes manières de les repérer, mais nous avons aussi fait un classement par secteur d'activité, mais aussi typologie de territoire, parce que les structures rurales ont des caractéristiques qui leur sont propres, par exemple. Oui. Et par ailleurs, concernant les secteurs d'activité, qui pourrait être une question que je vous poserai après, mais sachez que tous les webinaires que l'on organise depuis 4 ans sont aussi capitalisés et ça peut être aussi sur des domaines d'activité que vous pouvez être éclairé sur la diversité des solutions qui sont proposées. Alors, allons voir maintenant du côté de la recherche, puisque la recherche associative a un institut qui est dédié, l'Institut français du monde associatif, qui est représenté aujourd'hui par son délégué général Florian Covelli. Alors bonjour. Comment finalement la recherche, elle permet d'outiller à la fois la connaissance et la reconnaissance des modèles socio-économiques associatifs? Bonjour à toutes et tous et merci d'associer l'Institut à ce webinaire. La recherche, elle permet d'éclairer la compréhension d'un environnement, d'une tendance, d'une problématique à laquelle on est confronté. Et pour les associations, elle permet de nourrir des réflexions opérationnelles, stratégiques, politiques, d'alimenter des plaidoyers, le dialogue avec les politiques publiques et avec les partenaires privés. Et pourtant, la culture partenariale est encore trop peu développée entre monde associatif et monde de la recherche. Et c'est pour cela qu'on a créé l'Institut en 2019 pour renforcer la connaissance du monde associatif et la connaissance sur le monde associatif. Et quand on a lancé l'Institut, on l'a vraiment pensé comme une plateforme de recherche et développement pour le monde associatif. Dans un premier temps, on part des besoins des acteurs. Dans un deuxième temps, on va mobiliser la recherche pour répondre à ces besoins. Et puis, dans un troisième temps, on organise le transfert pour que la connaissance soit appropriée par les acteurs associatifs et par leurs partenaires. Alors, si on reprend ce séquençage pour la thématique des modèles socio-économiques, dans un premier temps, pour identifier les besoins, on a commencé par organiser un groupe de travail, c'était en 2021. Il a mobilisé 53 acteurs et chercheurs et on a alors croisé un état de l'art des connaissances avec les besoins exprimés par les associations. Et puis, on a abouti à l'identification de 3 axes de connaissances prioritaires. Comment on révèle la valeur sociétale créée? C'est la question de l'évaluation. Comment on peut décrire les spécificités des modèles socio-économiques associatifs? Et puis, comment on peut renforcer le pilotage stratégique des 3 leviers sur lesquels reposent ces modèles socio-économiques. Le deuxième temps du séquençage, c'est le temps de la recherche. Donc, on a bâti un programme de soutien à la recherche qui s'est basé sur les conclusions du groupe de travail et on a soutenu 7 nouvelles recherches qui s'intégraient dans chacun des 3 axes. Et des recherches issues d'un ensemble de disciplines
économie, sciences de gestion, sociologie, sciences politiques, et avec une très large part consacrée à la recherche participative. Et puis, le troisième temps, c'est le temps du transfert. On a pensé la phase de valorisation à 2 niveaux. Tout d'abord, chaque projet lauréat devait nous présenter un plan de transfert de ses résultats. Ça pouvait être une formation, un guide, une publication, une conférence professionnelle. Peu importe, ce qui compte, c'est que la connaissance puisse être appropriée par les acteurs. Et puis, l'Institut a déployé aussi des partenariats de valorisation avec Juris Association, par exemple, mais aussi avec l'INGEP et avec l'Institut de la Caisse des dépôts et consignations pour la recherche. Alors justement, je crois qu'il y a une actualité avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, puisqu'il y a un cahier de recherche qui a été publié il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Alors, ce dernier cahier de recherche, il est important pour nous parce qu'il est finalement l'aboutissement de toute la chaîne que je viens de vous présenter. C'est le moment du transfert. Et c'est à ce moment-là que l'action de l'Institut prend toute son utilité. Et on remercie l'Institut CDC pour la recherche, qui est un partenaire historique de nos actions. Ce dernier cahier de recherche, il s'intitule « Une analyse des modèles socio-économiques associatifs en actes » et il présente en une vingtaine de pages les résultats d'une recherche qui a été conduite par le groupe Modèles socio-économiques du réseau interuniversitaire de l'ESS et qui s'est penché sur les spécificités des modèles socio-économiques dans 3 domaines, les centres sociaux, les tiers-lieux associatifs et l'insertion. Alors en 2 minutes, le premier chapitre analyse l'hybridation des ressources dans les 3 domaines étudiés et il montre que ces modèles hybrides reposent d'abord sur les financements publics et finalement faiblement sur les ressources marchandes, y compris quand on affiche une activité économique, comme dans le cas de l'insertion par l'activité économique, de territoire zéro chômeur ou des tiers-lieux. Ensuite, toujours au titre de l'hybridation, ce premier chapitre et cette recherche montrent comment le bénévolat ancre les modèles associatifs dans la réciprocité, ce qui les distingue du modèle de redistribution publique et du modèle marchand, et un bénévolat qui est en particulier pointé pour le rôle central qu'il joue dans la fonction d'expertise du premier kilomètre des associations. Ensuite, le deuxième chapitre, il aborde l'interdépendance des modèles socio-économiques des associations avec leur milieu et leur environnement institutionnel. La première interdépendance, c'est avec l'histoire. Pour comprendre le modèle socio-économique d'une association, on a besoin de regarder les transformations du projet associatif, du contexte institutionnel, comment ont évolué les négociations avec les parties prenantes au fil de l'histoire. Par exemple, pour les centres sociaux, les projets associatifs sont nés avant 1945 au service de familles populaires sans l'État, et puis ils se sont institutionnalisés en s'articulant aux politiques sanitaires et sociales après 1945. Ensuite, la deuxième interdépendance du modèle socio-économique à prendre en compte, c'est avec la teneur du projet de l'association, avec son objectif de transformation sociale et avec la dynamique de participation des publics. Et puis, il y a une troisième interdépendance du modèle socio-économique qui est majeure, c'est avec le territoire, donc avec un territoire administratif et institutionnel, certes, et on pourrait dire un territoire de financement, mais aussi avec un territoire d'interaction, dans lequel l'association va tisser des liens de coopération et d'alliance, mobiliser un bénévolat ancré localement et aller puiser des ressources territoriales. Et puis, il y a un troisième chapitre qui parle de la valeur et de l'évaluation, avec une première dimension interrogée qui est la valeur produite par le travail sous l'angle de l'activité, cette activité portée tant par les salariés que par les bénévoles, à travers des tâches inscrites dans les fiches de mission et dans les fiches de poste, mais aussi à travers les arbitrages qui sont faits de façon autonome par chacun, et puis aussi à travers une expérience collective qui produit du sens. Il y a une deuxième dimension décrite dans ce dernier chapitre, qui est comment les modalités d'évaluation ont évolué ces dernières années, on en a un petit peu parlé précédemment, et délaissant progressivement l'utilité sociale pour se focaliser sur l'impact social, avec pour conséquence de considérer désormais les associations avant tout pour les résultats de leurs actions et finalement d'invisibiliser la valeur créée par le projet associatif, par les modes de fonctionnement démocratiques, non lucratifs et par l'engagement bénévole. Et enfin, ce dernier, et je m'en arrêterai là, ce dernier chapitre, il se conclut sur l'accès au capital, qui est souvent un impensé des travaux sur les modèles socio-économiques associatifs, alors que l'accès au foncier est souvent un facteur de dépendance vis-à-vis de bailleurs publics ou de partenaires privés, alors que le manque de capital d'amorçage au début des projets fragilise la phase de lancement,
et alors que les difficultés de trésorerie associative pèsent également sur leur modèle, sur l'ensemble de ces sujets, la recherche pointe vraiment une fragilité des financements publics. Merci Florian. Alors, on a mis dans le lien l'accès au cahier de recherche et puis plus globalement, n'hésitez pas à aller consulter le site de l'Institut qui recense et capitalise tous les travaux de recherche et en particulier ceux sur les modèles socio-économiques. Alors, pour terminer ce tour d'actualité, avant ma petite question Colombo de fin, j'invite Yann Uliac, donc qui est directeur de l'Observatoire des partenariats, de nous donner l'actualité sur l'animation du savoir autour de la plateforme ODD 17. Yann, c'est toi. Merci Elodie. Alors, déjà, commencer par souligner que cette année, depuis le mois de janvier, chaque mois, l'Observatoire lance une nouvelle collection de fiches repères qui s'appelle le défi du mois. Le principe, c'est en fait d'associer une logique d'analyse macro, de partager le cap et le cadre commun des actions d'intérêt général illustrées par l'agenda 2030 des objectifs de développement durable pour aller jusqu'à une illustration de comment ça se traduit, comment ces défis peuvent être incarnés, mis en œuvre en proximité. Et c'est comme ça que chacune de ces fiches se compose de 3 rubriques. Après l'éducation en janvier, ce mois-ci, c'est sur le défi des fragilités sociales, du manque de biens au manque de liens, avec 3 grandes parties. Une partie pilotage de l'intérêt général au cœur de territoire, illustrée par des fiches sur ces objectifs du comité 21 sur les pratiques de territoire. Une deuxième par rapport à la diversité des exemples et des solutions locales et territoriales, illustrées à la fois par des éléments du cycle de webinaire Nouveaux équilibres socio-économiques et également par des témoignages du podcast de Patrick Longchamp. Et un dernier élément, c'est des ressources pour prendre de la hauteur avec une mise en partage de données de référence par rapport à ces thématiques. Donc ça, c'est le tronc commun que vous pouvez retrouver chaque mois. Et ce mois-ci, justement, en lien avec les fragilités, ce défi des fragilités, 3 grandes séquences ont parcouru, ont jalonné les jeudis de l'ODD 17. Donc l'interview du mois, on l'a entendu, de Michael Huet, délégué général du mouvement associatif. La monographie du guide pratique de la DASI qui nous a été parfaitement illustrée, étayée par Charlotte, avec un regard sur une structure qui accompagne d'une manière très originale les personnes en situation de handicap par rapport à leurs défis. Et cela se poursuit la semaine prochaine, jeudi 27 février, où vous pourrez retrouver le nouveau podcast de Patrick Longchamp dans cette série « Comment vas-tu bien la planète ?», qui illustre en fait la pédagogie des ODD en action. Et un autre élément important, c'est la plateforme Piloter l'innovation sociétale. Elle a été lancée à l'occasion du Forum national des associations et des fondations en novembre. Et le principe, c'est que de novembre à mai, vous y trouvez chaque mois un nouveau module. Et sera lancé prochainement, donc la semaine, le 27 février précisément, le nouveau module Transformer son modèle socio-économique à l'occasion du Salon international de l'agriculture. Et l'actualité du mois, c'est également celle de nos partenaires avec l'engagement territorial des fondations. Et pour en parler, j'invite Elodie à reprendre la main puisque Elodie, tu as eu l'occasion de participer à la restitution de ces travaux. Allez. Oui, effectivement, on a souhaité mettre en avant la publication du Centre Conseil Fonds et Fondations qui a fait une publication donc sur l'ensemble des profils, rôles et modes opératoires des fondations en territoire notamment, puisqu'elles ont un rôle majeur sur les fragilités sociales. Donc, je vous invite à regarder cette publication. Elle est très, très intéressante pour avoir à la fois un état des lieux de ce que sont et font les fondations aujourd'hui et notamment de leur rôle, de leur engagement territorial aujourd'hui. Donc, on vous a mis le lien dans le support que vous aurez par ailleurs sur le site Trajectoire socio-économique. Alors, ma petite question de fin, de ce qu'on se dit depuis déjà bientôt, depuis 2019, il y a eu un référentiel sur les modèles socio-économiques. La connaissance sur les modèles socio-économiques d'intérêt général, elle est stable. Les 3 piliers, on est au clair là-dessus. Ma question, c'est plutôt sur la question des secteurs, du secteur d'activité. Est-ce que vous pensez que cette connaissance et reconnaissance, elle est stable? Est-ce qu'il y a encore des travaux à mener dessus? Est-ce qu'il y a des spécificités? Et donc, voilà, j'aurais bien aimé avoir votre retour, que ce soit Florian ou éventuellement Anne, parce que le retour d'expérience quand même de Françoise tout à l'heure en
en filigrane, c'était de dire que sur la question du lien social, le principe même du modèle socio-économique sur le lien social, c'était la gratuité. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres spécificités, selon vous, par secteur d'activité ou pas? Est-ce qu'il y a des travaux de recherche, peut-être, Florian, à lancer là-dessus? Alors, oui, il se trouve que nous, on est engagé dans un projet qui s'appelle CEMASC, pour Socio-Economic Models of Associative Sport Clubs, qui est un projet international, mais piloté par une université française, l'université de Lille, et qui a lancé une enquête sur les modèles socio-économiques des clubs associatifs sportifs. Donc là, on est dans un secteur bien particulier, une enquête internationale. Vous pouvez retrouver sur notre LinkedIn le lien vers l'enquête si vous êtes un club associatif sportif, ou faire circuler cette enquête. Et il y a vraiment un enjeu effectivement de connaissances pour accompagner aussi les compétences et les stratégies des clubs associatifs sportifs et de leur fédération. Et d'ailleurs, on a programmé dans le cadre du cycle des webinaires du Rameau et la Java, merci pour ça, le 19 juin prochain, une édition spéciale consacrée à la thématique du sport et avec un regard international où on restituera de premiers résultats, de premiers éléments de cette enquête et de ce travail de recherche. Merci Florian. Est-ce que Anne ou Charlotte, vous avez une vision de est-ce qu'il y a des spécificités des modèles socio-économiques par secteur d'activité ou est-ce que vous en avez pas, vous ne savez pas ou vous ne pensez pas? Oui, moi, il me semble qu'il y a des spécificités structurelles dans certains secteurs. Par exemple, l'exemple que j'ai cité tout à l'heure du colibri avec l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance est financée par le département. Ça reste une obligation légale et du coup, c'est un type d'activité qui est pleinement pris en charge par la puissance publique, en l'occurrence à l'échelon départemental. Et il y a d'autres structures qui sont beaucoup plus dans un travail de défrichage ou de nouveaux modèles qui du coup relèvent d'autres modes de fonctionnement. Il me semble que il y a le secteur et il y a aussi la typologie d'action parce que par exemple une activité de plaidoyer pour les droits de l'homme, pour prendre un exemple fictif, a besoin d'une indépendance vis-à-vis de l'État ou peut en tout cas considérer avoir besoin d'une dépendance vis-à-vis de l'État et du coup construire un modèle socio-économique qui repose principalement sur la mobilisation bénévole, le don individuel et la cotisation adhérente et du coup prendre comme principe fort de ne pas solliciter de subventions ou d'appui public. Donc, il me semble que vraiment, en fonction de l'activité, et c'est bien pour ça que dans notre guide illustratif, on part de l'activité pour aller vers le modèle socio-économique, parce que à la fois le secteur, l'activité, l'histoire, comme le disait Florian tout à l'heure, influencent de manière majeure et structurelle le modèle socio-économique. Merci Charlotte. Oui, Anne. Oui, mais je complète et je confirme totalement les propos de Charlotte. Il y a la question en fait du projet et qu'est-ce qui est financé dans le projet et on accepte de se dire qu'il y a des activités qui peuvent être excédentaires et des activités qui peuvent être déficitaires pour pouvoir faire vase communicant. Il n'empêche que nous, clairement, là, par rapport au contexte actuel, ce qu'on met en avant, c'est surtout que nos fondamentaux, nos fondations, en tout cas pour les centres sociaux, l'animation globale et l'animation collective famille, qui sont notre socle et notre socle aussi économique, est en difficulté financièrement. Ça, c'est un constat. Et donc, si on parle de secteur d'activité et de difficultés économiques derrière, certes, il y en a, on le voit pour la petite enfance, on parle par exemple des centres de loisirs qui sont clairement des activités qui sont en crise claire au sein de notre réseau, et il y a des leviers économiques pour des crèches, etc. Donc, en fait, bien sûr, il y a une typologie et une disparité au niveau économique, au niveau des activités que portent les structures. Derrière, il y a des choix stratégiques à développer et à renforcer surtout. Merci Anne. Florian, un mot complémentaire ou c'est bon?
Non? Bon, en tout cas, merci pour tous vos témoignages. Donc, on a un socle de base qui est stable, mais avec quand même une nécessité de continuer à valoriser cette diversité et à creuser la pérennité surtout de tous ces modèles socio-économiques. Alors, pour le prochain mois, donc ça sera exactement le 20 mars, dans un mois, toujours de 13h à 14h30. Cette fois-ci, le webinaire sera non pas sur la question des organisations d'intérêt général, mais plutôt sur celle des écosystèmes territoriaux, comment la diversité des modèles socio-économiques, à la fois associatifs, acteurs publics et acteurs économiques, s'articulent les uns avec les autres. Et on traitera plus particulièrement de la question de la mobilité. Donc, on sera en partenariat avec notre partenaire, donc WeMove, qui est l'un des acteurs clés de la mobilité inclusive et durable. Donc, pour tous ceux qui sont évidemment intéressés par la mobilité, n'hésitez pas à venir nous rejoindre le 20 mars, toujours aux mêmes horaires. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très, très belle journée. Je vous remercie tous les participants qui ont pris la parole aujourd'hui. Et encore une fois, le replay et le PowerPoint seront disponibles sur le site Trajectoire socio-économique pour tous ceux qui veulent continuer à le regarder et à voir les autres par ailleurs. Merci à tout le monde et très bonne journée. Merci beaucoup, Élodie. Au revoir, à bientôt. Merci, très belle journée. Au revoir.